Donc, deuxième vidéo, le conflit israélo-arabe. Euh, je me propose dans cette intervention d'aborder les grandes étapes du conflit entre l'État d'Israël et ses voisins arabes et en même temps les principales tentatives de règlement de ce conflit, celles qui ont réussi et celles qui ont échoué. Euh, j'ai essayé dans ma première intervention de faire passer une idée très simple, c'est que les Juifs ne sont pas des intrus dans ce pays, le pays d'Israël. Il n'y a pas une invasion de type colonial venue d'Occident pour coloniser un pays du tiers-monde. Il n'y a pas non plus des croisés qui sont venus reprendre les croisades comme l'imaginaire, la mémoire arabe et musulmane s'en souvient de manière très forte. Il y a ce lien qui est constitutif de l'identité juive, ce lien avec ce pays ininterrompu qui prend la forme donc d'un certain nombre de vagues migratoires. Il y a eu, avant la création de l'État d'Israël, 5 vagues migratoires, on appelle ça 5 aliyot. La première, 1881, ces vagues durent quelques années en général, donc 1881, la seconde en 1903, la troisième en 1919, la quatrième en 1924 et la cinquième en 1933. Et c'est assez frappant de voir que c'est sur ces 5 vagues d'immigration de la diaspora vers le pays d'Israël, il y en a 4 qui sont liés à des désastres dans la diaspora, c'est-à-dire 3 vagues de pogroms dans l'Empire russe aboutissent aux 3 premières vagues d'immigration, et puis il y a le désastre nazi en Allemagne en 1933 qui aboutit à la cinquième. Donc il n'y a que la quatrième vague qui n'est pas lié directement à un désastre dans la diaspora. Et on voit bien qu'on ne peut pas séparer les vicissitudes de l'histoire juive en diaspora de l'impulsion fondamentale qui amène une partie des juifs, pas tous, à chercher la solution du côté du pays d'Israël, c'est-à-dire du côté du pays ancestral. L'autre solution qui paraissait logique, c'était de chercher des pays d'accueil en Occident, des pays où les frontières étaient ouvertes et on pouvait essayer de vivre mieux. Mais justement, il faut bien comprendre que en 1938, il se passe quelque chose de dramatique, c'est que les portes des pays d'accueil se referment. En 1938 et 39, eh bien, il n'y a pratiquement plus de pays dans le monde qui veut accepter les Juifs qui fuient l'Allemagne, qui fuient l'Autriche et qui fuient éventuellement la Tchécoslovaquie ou la Pologne. Même la Palestine, eh bien, va être fermée aux Juifs par les Anglais qui dominent le pays à ce moment-là. Donc il faut bien comprendre le lien entre ce qui se passe chez les Juifs en diaspora et ce qui se passe du côté des sionistes qui essayent de créer un État juif avant 1948 dans ce pays-là. On ne peut pas dissocier évidemment ces deux observations. Hein. Alors, commençons par la période de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman, jusqu'en 1917, c'est lui qui contrôle ce pays. On a dans ce pays environ un septième de la population qui est juive. Il s'agit de ce qu'on appelle le vieux Yishuv, ceux qui étaient là de génération en génération depuis pratiquement toujours, et puis ce qu'on appelle le nouveau Yishuv, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés avec la première alia et la seconde alia qui sont contemporaines. Donc ça, c'est un septième de la population qui est juive, et évidemment les 6 septièmes sont arabes, ce qui inclut les arabes chrétiens, les arabes druzes et les arabes musulmans qui sont les plus nombreux. Il faut bien comprendre que dans l'Empire ottoman, même jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, la notion de nationalisme arabe est encore très volatile. C'est pas du tout quelque chose qui est bien cristallisé, qui est bien structuré. Il n'y a pas encore un nationalisme arabe. À l'époque, on disait même un panarabisme. C'était quelque chose de balbutiant. À l'époque, ce qui prédomine dans l'Empire ottoman, c'est le panislamisme, c'est-à-dire le lien religieux que la dynastie ottomane, c'est-à-dire la dynastie turque des Ottomans, avait maintenu la cohésion de son empire en s'appuyant sur tous les musulmans. Et les Arabes musulmans participaient à ce système de domination. Ils étaient en relation directe avec la dynastie ottomane. Ce sont justement les Arabes chrétiens minoritaires par rapport aux Arabes musulmans qui ont envisagé l'idée d'un nationalisme arabe pour s'émanciper de la tutelle turque et ottomane, mais tout ça est tardif, c'est-à-dire que au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman, en fait, on est encore dans les premiers pas du nationalisme arabe, on est encore en présence d'un panislamisme qui est très fort, et
paradoxalement, la notion d'un nationalisme arabe palestinien, c'est-à-dire d'une entité arabe spécifique dans le territoire que les Arabes appellent la Palestine, c'est une notion qui s'est cristallisée après la fin de l'Empire ottoman, au fur et à mesure que les Juifs se rapprochaient de la création d'un État juif indépendant, au fur et à mesure que le sionisme chez les Juifs commençait à produire des résultats, c'est-à-dire à fonder les bases d'un État juif indépendant, alors les Arabes vivant dans ce pays qu'ils appellent la Palestine ont commencé à avoir conscience de former un peuple spécifique, distinct des autres peuples arabes. Cette notion a pris beaucoup de temps à s'élaborer. En 1920, il n'y avait pas encore de peuple arabe palestinien, ou de peuple palestinien comme on le dit aujourd'hui partout. Ça n'existait pas. La notion de peuple arabe palestinien s'est cristallisée après 1920, c'est-à-dire après la délimitation d'une frontière administrative entre la Palestine sous mandat britannique et le Liban et la Syrie sous mandat français, étant donné que des deux côtés de ces limites, on avait des Arabes soumis à des tutelles différentes, eh bien, il y a un nationalisme arabe palestinien qui s'est cristallisé. Et aujourd'hui, indéniablement, il existe bien un peuple arabe palestinien, mais il n'existe pas de toute éternité. Il est de formation récente, paradoxalement, par opposition à l'émergence d'un État juif indépendant et donc d'une nation israélienne, en fait. Hein. Alors, pour rester quelques instants sur l'Empire ottoman, je dirais que l'Empire ottoman a été vaincu à la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'il était en coalition avec l'Allemagne et l'Autriche, et il a été vaincu essentiellement par l'Angleterre, puisque c'est l'Angleterre qui a récupéré le mandat sur ce territoire. Il faut comprendre que l'Angleterre a organisé pendant la Première Guerre mondiale une coalition contre l'Empire ottoman, coalition avec la France, coalition avec les nationalistes arabes. C'est justement l'Angleterre elle-même, sous l'impulsion de Lawrence d'Arabie, hein, le fameux colonel Lawrence. C'est l'Angleterre qui a fait en sorte que le nationalisme arabe se structure mieux et devienne un véritable partenaire pour elle, et puis les sionistes aussi, avec ce qu'on a appelé la déclaration Balfour. Donc il faut bien comprendre comment chronologiquement l'Angleterre a fait des promesses successives, d'abord en 1915 aux nationalistes arabes, c'est ce que l'on appelle dans le jargon diplomatique la correspondance McMahon-Faisal. Je vais revenir dans un instant sur le personnage de Faisal. Et puis en 1916, il y a eu les promesses faites à la France, et c'est ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot. Et puis en 1917, les promesses faites aux sionistes, qu'on appelle la déclaration Balfour. Alors les deux premières promesses étaient des promesses secrètes, alors que la déclaration Balfour, elle a été publique, puisque c'est une déclaration publique. Mais il y a là un jeu très subtil de l'Angleterre, qui a fait des promesses contradictoires. Elle s'est d'abord adressée à Faisal, qui était le chef de la famille, qui était en fait j'ai fait un lapsus là. Alors, oui, il faudrait que je recommence, parce que c'est pas Faisal, c'est Hussein. Faisal, c'est le fils. Bon, mais alors je vais peut-être recommencer en disant, excuse-moi, hein, je reviens. Non, mais en fait, il faudrait revenir en arrière là d'une minute ou deux. Normalement, vous allez pouvoir bien repérer. Oui. Ah ouais, d'accord. Alors je vais redémarrer. L'Angleterre a fait des promesses contradictoires à ses trois partenaires. D'abord, les partenaires arabes qui étaient le shérif Hussein de la Mecque. Shérif, c'est un titre de noblesse et lié en fait à la descendance du prophète. Et le shérif Hussein de la Mecque est le chef de la famille des Hachémites qui avait la tutelle des lieux saints de l'islam en Arabie. Et donc les Anglais, Lawrence d'Arabie, lui propose d'être un partenaire. Et pour cela, dans les accords avec McMahon, officiel britannique, eh bien, on lui promet un grand royaume arabe indépendant lorsque l'Empire ottoman sera vaincu. Et c'est une promesse secrète. En 1916, la promesse secrète qui est faite à la France, c'est que la France pourrait avoir le contrôle de la Syrie et du Liban, pays qu'on appelait le Levant dans le jargon diplomatique très ancien de la France. Il y avait des liens très forts avec les chrétiens du Levant, donc la France obtient une sorte de droit de préemption sur la Syrie et le Liban. Et puis finalement, lorsque les sionistes négocient ce qu'on a appelé la déclaration Balfour, on ne les a pas informés, ils le savent de manière plus ou moins clandestine,
mais on ne les a pas informés de ce qui avait été conclu auparavant. On leur promet quelque chose dans la déclaration de Balfour qui est en fait très flou. On leur promet qu'en Palestine, mais on ne sait pas exactement sur quelle portion de la Palestine, en Palestine serait créé un foyer pour le peuple juif. Et un foyer, ce n'est pas un État, c'est-à-dire que c'est un terme volontairement flou. On dit que quelque chose sera créé pour les juifs quelque part en Palestine. En plus, on ajoute qu'il faudra quand même tenir compte des autres populations du pays, il faudra tenir compte de leurs droits, et on ajoute même qu'il ne faudra pas que ça modifie les droits, le statut des juifs qui vivent en diaspora sur le plan juridique. Donc avec beaucoup de prudence, l'Angleterre fait une promesse aux sionistes de les aider à atteindre leur but. Et le problème, donc, quand la guerre se termine par la défaite des Ottomans, c'est comment est-ce que l'Angleterre va, entre guillemets, livrer la marchandise. C'est l'expression qu'on emploie chez les diplomates, vous voyez, to deliver the goods en anglais, c'est encore plus clair qu'en français. C'est-à-dire que quand vous vendez la même marchandise à 3 clients différents, vous avez du mal ensuite à la livrer. Et donc comment on va pouvoir à la fois créer un grand royaume arabe, laisser à la France la Syrie et le Liban, et permettre aux sionistes de créer un foyer pour le peuple juif dans ce pays-là. Eh bien, la réponse, elle est que, me semble-t-il, que jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à 2021, la succession de l'Empire ottoman n'est pas encore réglée correctement au Proche-Orient. Tout ce qui a été mis en place pour la succession de l'Empire ottoman est extrêmement volatile, est extrêmement fragile, instable, et c'est une clé, me semble-t-il, pour comprendre les tensions permanentes et récurrentes dans cette région. Et j'essaierai d'y revenir dans mon analyse. Alors, la France a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un mandat. Un mandat, ce n'est plus une colonie au sens ancien du terme. Un mandat, c'est une sorte de contrôle provisoire, un contrôle temporaire sur un pays attribué par la Société des Nations. C'est une nouveauté qu'on a créée, la SDN, ancêtre de l'ONU, qui attribue temporairement à la France un mandat sur la Syrie et le Liban. Il faut savoir que l'armée française a pris le contrôle de la Syrie et du Liban par la force, en chassant la Légion arabe que les Hachémites avaient organisée. On a le fils du shérif Hussein, qui s'appelle Faisal, qui avait justement, lui, créé son royaume arabe indépendant à Damas, mais il est chassé par l'armée française. Et donc, les Anglais se sont donné beaucoup de mal pour créer de toutes pièces un État nouveau qu'ils ont appelé l'Irak, pour que Faisal d'Arabie ait un trône sur lequel s'asseoir, non plus à Damas, mais à Bagdad. Et là encore, jusqu'à aujourd'hui, cet Irak que les Anglais ont créé en 1921-22 est très artificiel, très instable. On a voulu faire vivre dans un même État des populations très différentes qui n'aspirent pas du tout à vivre ensemble. Et donc, les Français ont obtenu ce qu'ils voulaient, les Hachémites ont obtenu pas exactement ce qu'ils voulaient, mais une compensation substantielle. Alors, dans la péninsule arabique, on a le royaume que le vieux shérif Hussein va gouverner. D'ailleurs, quelques années après, il va être chassé par les Saoudiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'Arabie saoudite. Mais donc, la famille des Hachémites a obtenu aussi tout ce qui se trouve dans la Jordanie actuelle, à l'est du Jourdain, qui faisait partie de la Palestine mandataire britannique initialement, eh bien, que ce qui est à l'est du Jourdain soit attribué aussi à la famille hachémite, en l'occurrence à Abdallah Ier, un autre fils du shérif Hussein. Donc les Hachémites ont obtenu à peu près ce qu'ils pouvaient espérer obtenir. Et en ce qui concerne les sionistes, eh ben, ils ont obtenu seulement que l'Angleterre garde pour elle la Palestine à l'ouest du Jourdain et non pas à l'est. Initialement, vous voyez, il n'y avait pas cette séparation entre les deux rives du Jourdain, mais les sionistes obtiennent simplement que l'Angleterre, toute seule, à l'ouest du Jourdain, les laisse travailler, en fait. C'est en cela qu'il y a une certaine forme de coopération entre le mouvement sioniste et puis l'Angleterre, c'est que le mandat britannique s'engage à laisser travailler les sionistes pour accueillir une immigration et construire des réalités sur le terrain, c'est-à-dire de nouveaux villages juifs et de nouveaux quartiers juifs ou des villes juives nouvelles. Alors, je voudrais, comme nous sommes en train de faire une synthèse, donc forcément vue de haut et vue de loin, je voudrais proposer un schéma interprétatif de ce qui s'est passé pendant le mandat britannique. Le mandat britannique a duré jusqu'à 1948. Juridiquement, il commence en 1920,
même si l'armée anglaise est déjà là en 1917, hein, mais c'est en 1920, à la conférence de San Remo, que l'Angleterre reçoit ce mandat. Eh bien, je voudrais vous proposer une grille d'analyse qui prend la forme d'un triangle. Vous avez un triangle dont la pointe supérieure est l'Angleterre, qui contrôle le pays avec une armée assez puissante. Et vous avez en bas du triangle deux pointes. D'un côté, on a la population arabe qui est majoritaire. De l'autre côté, on a la population juive qui est minoritaire. Elle est même très minoritaire en 1918, en 1920. Or, quand on regarde comment fonctionne ce triangle de relations entre la puissance mandataire et les deux populations du pays, on voit que pendant une première période qui va en fait jusqu'en 1939, l'Angleterre dirige le pays en défendant les intérêts de la minorité juive lorsque la majorité arabe veut les menacer. Et puis après 1939 jusqu'à 1948, l'Angleterre défend ouvertement les intérêts de la majorité arabe au détriment de la minorité juive. Il faut bien comprendre le virage radical qu'a pris la politique britannique à la fin des années 30. Il n'y a pas une continuité de la politique britannique. En fait, c'est le résultat de ces promesses contradictoires qu'elle avait faites au début. L'Angleterre travaille plutôt dans l'intérêt des sionistes au début et nettement dans l'intérêt arabe dans la deuxième partie de son mandat, dans la deuxième période de son mandat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question des narratifs est importante, la question de comment on raconte l'histoire, comment on l'enseigne aux enfants, comment on en parle aux adultes. Qu'aujourd'hui, quand on raconte cette histoire, si on veut vraiment un jour arriver à la paix entre Israéliens et Arabes, il faut la raconter d'une manière qui respecte les faits, c'est-à-dire où on comprend que les deux parties en présence ont été tour à tour bénéficiaires du soutien britannique et victimes de la politique britannique. Donc aucune des deux parties ne peut prétendre aujourd'hui être totalement victime, parce que ceux qui ont été victimes un jour sont devenus bénéficiaires le lendemain, et ceux qui ont été bénéficiaires initialement sont devenus victimes ensuite. Donc tout le monde a été un peu victime, mais tout le monde a été un peu bénéficiaire, et ça devrait nous amener à une vision nuancée et complexe des choses. En l'occurrence, vous voyez, quand on était en 2017, il y avait le centenaire de la déclaration Balfour, et on a vu une opération politique consistant à porter plainte contre l'Angleterre parce qu'elle aurait promis le pays aux sionistes au détriment des Arabes. Et en oubliant d'ailleurs que cette promesse était très formulée de manière très floue pour ne pas trop engager l'Angleterre. Mais il aurait fallu aussi porter plainte contre l'Angleterre pour avoir promis le pays seulement aux Arabes en 1915 et avoir promis éventuellement la Syrie et le Liban aux Français en 1916. Pourquoi ne garder qu'une partie du message? Et puis surtout, il faut se rendre compte donc que l'Angleterre a été du côté des Arabes à partir de 1939 jusqu'à 1948. J'ai signalé tout à l'heure qu'il y a eu en 1939 la fermeture des portes du pays par l'Angleterre au détriment des Juifs qui voulaient fuir l'Europe en cours de nazification. Lorsque les Juifs voulaient fuir l'Europe, eh bien, ils ne pouvaient plus rentrer dans le pays. En fait, la porte était seulement entrouverte à partir de 1939. C'est ce qu'on appelle le livre blanc britannique qui restreint drastiquement l'immigration et aussi d'ailleurs les achats de terres par les Juifs. Donc on ne peut pas dire du tout que l'Angleterre soutient les sionistes pendant cette période. Au contraire, on va avoir dans les années 1944 jusqu'à 1948 beaucoup de violence qui va opposer l'armée anglaise avec les organisations militaires juives clandestines qui au contraire vont mener une guérilla contre l'armée anglaise. Il va y avoir des dizaines de bateaux d'immigration clandestine organisés par les sionistes qui vont être interceptés par la marine britannique. Enfin, il va y avoir un déploiement de forces anglaises contre le sionisme et un effort terrible des sionistes contre l'Angleterre. Donc présenter ça comme une complicité ou une alliance n'a pas de sens, étant entendu qu'avant 1939, il y a eu effectivement une certaine coopération. Je le dis de manière volontairement nuancée, parce que l'Angleterre, en fait, cherchait d'abord ses propres intérêts. Elle n'avait pas un intérêt particulier à la réalisation du projet sioniste. Mais l'Angleterre, donc, naviguait, en fait, entre ses différents partenaires. Mais ce que je voudrais maintenant expliquer pour la première période, la période où l'Angleterre, effectivement, coopère avec les sionistes, hein, et ça fait partie donc de la réalité. Cette première période existe bien et bien. Et l'aide anglaise aux sionistes est une aide indirecte. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Vous avez une population arabe qui, au départ, est 6 fois plus nombreuse
que la population juive. Donc on a eu à 4 reprises, en 1920 dans la ville de Jérusalem, puis en 1921 dans la ville de Jaffa, puis en 1929 dans toute une série de villes, et finalement en 1936 dans tout le pays, on a eu des émeutes arabes de plus en plus violentes qui allaient déferler sur les quartiers juifs des villes en profitant de la supériorité numérique. Quand vous êtes 6 fois plus nombreux que vos voisins, il suffit d'avoir une manifestation violente avec des armes rudimentaires qui peuvent être simplement des bâtons, des couteaux, des choses comme ça, et vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Donc on a eu comme ça 4 vagues d'émeutes arabes contre la population civile juive en Palestine, qui ont fait beaucoup de morts dans la population civile juive. Simplement, l'armée anglaise, à chaque fois, s'est interposée pour mettre fin à cette violence, à ces émeutes arabes. Donc il y avait d'abord beaucoup de morts chez les juifs, et puis à un moment donné, l'armée anglaise intervenait et elle faisait beaucoup de victimes du côté arabe pour interrompre la violence. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. C'est lorsque des émeutiers subissent le choc avec une armée, ils finissent par arrêter les émeutes parce qu'ils ont eux-mêmes beaucoup de morts. Et curieusement, on voit que, au moins dans les 3 premières vagues d'émeutes, le nombre de morts est à peu près le même des deux côtés. Alors, rappelons-nous que les Arabes étaient au départ 6 fois plus nombreux que les Juifs, donc s'il y a le même nombre de morts, c'est quand même entre guillemets moins grave pour eux, mais enfin, ils ont des morts, mais ces morts sont des gens qui s'étaient armés de manière rudimentaire pour aller tuer des civils juifs désarmés de l'autre côté, et on a donc le rôle de l'armée anglaise qui est de s'interposer pour empêcher en fait que la violence arabe aboutisse à une sorte d'éradication de la présence juive. Alors, deuxième vidéo, coopération donc entre les sionistes et puis l'armée anglaise qui s'interpose. Elle a atteint son niveau le plus élevé dans les années 1936, 37, 38, quand la révolte arabe, comme les Arabes l'appelaient, a atteint son apogée, et il y a eu une sorte de guerre civile arabe où le clan des Husseini, qui était le clan le plus radical, a été vainqueur dans cette guerre civile arabe contre le clan plus modéré des Nashashibi. Mais donc le clan des Husseini, alors oui, donc c'est pas terrible, là, je suis en train d'hésiter, c'est pas bon d'hésiter trop. Je dirais donc deuxième reprise, hein. Oui. Pardon. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, deuxième vidéo, deuxième reprise. Cette coopération entre l'armée anglaise et puis le mouvement sioniste pour mettre fin à des émeutes déstabilisantes, elle a failli s'interrompre déjà après les émeutes de 1929, où les Anglais ont failli renverser déjà leur politique. Finalement, en 1936, 37, 38, il y a eu un phénomène important, c'est que non seulement il y a eu la grande révolte arabe qui a atteint son apogée contre les sionistes, mais aussi contre l'Angleterre. L'Angleterre a brutalement réprimé cette grande révolte arabe, parce que c'était aussi tourné contre l'Angleterre. Il faut savoir que pendant cette période, il y a également une guerre civile entre Arabes qui aboutit à la victoire du clan le plus radical, le clan des Husseini, du moufti le moufti Husseini de Jérusalem, contre le clan plus modéré des Nashashibi, qui ont eu longtemps la mairie de Jérusalem. Et bien, dans cette période donc très trouble, l'Angleterre réprime durement, donc on peut dire qu'elle rend service aux sionistes objectivement, mais en même temps, elle va organiser une commission d'enquête qu'on appelle la commission Peel. Peel, ça s'écrit P2EL. C'est une commission d'enquête qui va essayer de trouver une solution pour l'avenir de ce pays, puisque l'Angleterre comprend que c'est trop épuisant pour elle d'avoir à faire la police entre ces deux populations. Et la commission Peel, créée en 1936, va proposer en 1937 un plan de partage du pays en 2 États. Alors je crois que c'est important de savoir qu'en 1937, l'Angleterre propose officiellement la création d'un tout petit État juif et d'un État beaucoup plus important
arabes indépendants. On propose aux Arabes plus de 80% du territoire, aux Juifs moins de 20% du territoire. Or, le moufti Haj Amin el-Husseini refuse le plan de partage. Il veut toute la Palestine et non pas 82% de la Palestine, alors que la partie sioniste accepte le plan de partage en faisant d'ailleurs la grimace parce que ce territoire est très inconfortable. Ils espèrent négocier une amélioration, mais on voit bien que là, on a une première occasion historique où les Arabes de Palestine auraient pu avoir un État indépendant, où ils ont refusé la création d'un État arabe indépendant. Il y avait d'ailleurs à l'époque des manœuvres de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste pour les encourager dans cette direction, pour nuire en fait aux intérêts de la Grande-Bretagne. Et donc cette période de la coopération entre les Anglais et les sionistes est une période mouvementée, mais elle a bel et bien existé. Le narratif arabe a raison d'en parler. Là où il a tort, c'est d'oublier de mentionner ce que le narratif sioniste raconte, mais de manière privilégiée, c'est-à-dire la confrontation très dure entre l'Angleterre et les sionistes qui a prévalu de 1939 à 1948. Une fois qu'on a compris ce problème, ce que j'appelle le triangle des relations entre l'Angleterre et les deux populations du pays, on a une vision plus honnête, plus exacte, me semble-t-il, des relations sur le terrain. Alors, il faut comprendre qu'en 1939, les Juifs sont déjà un tiers de la population du pays. C'est pas par hasard si la révolte arabe a pris de l'ampleur à la fin des années 30. C'est parce que l'arrivée des Juifs d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie et de quelques autres pays a provoqué un bond en avant démographique où la population juive a nettement augmenté. C'est par exemple cette époque que la ville de Tel Aviv est devenue une grande ville moderne et non plus une bourgade. Et donc on comprend que la population arabe comprend qu'elle risque de devenir minoritaire, alors que pour le moment, elle bénéficie encore d'une confortable majorité. La situation donc va devenir suffisamment dramatique pour que, en 1947, les Nations Unies se saisissent de la question de la Palestine à la demande de l'Angleterre, qui veut se dégager de son mandat. L'armée anglaise, en fait, était mobilisée sur le terrain pour faire la chasse aux sionistes, pour empêcher les immigrants juifs d'entrer dans le pays. Il faut bien comprendre que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre a déployé une énergie énorme pour empêcher les Juifs d'entrer dans le pays, alors que par ailleurs les Juifs s'engageaient dans l'armée anglaise comme volontaires, qu'ils contribuent à l'économie de guerre britannique. Tout ça est très troublant, puisque dans le monde arabe, on avait plutôt des sympathies pour l'Axe, pour se débarrasser de l'Angleterre. Le monde juif soutenait l'Angleterre dans son effort de guerre, et cependant, on a cette politique britannique hostile au sionisme qui va durer jusqu'à 1948. Je ne rentre pas là trop dans les détails, mais on comprend que les Nations Unies sont saisies du dossier à la demande de l'Angleterre en 1947, et que les Nations Unies vont proposer, très précisément le 29 novembre 1947, dans une résolution votée à une majorité des 2/3 par l'Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, elles vont proposer le partage du pays, et à nouveau, proposition de partage en 2 États. Cette proposition, en plus, elle est soutenue à la fois par l'Union soviétique et par les États-Unis d'Amérique. Et dans cette proposition, il n'y a plus 82% du territoire pour l'État arabe, il y a seulement 44% du territoire pour l'État arabe, donc ça paraît très peu. En même temps, il faut comprendre que c'est dans le futur État arabe qui est proposé, il y a pratiquement 100% de la population est arabe. Par contre, dans le futur État juif, il y a d'abord le désert du Negev qui occupe la majeure partie du territoire, et d'autre part, il y a 45% de population arabe dans le futur État juif. Donc finalement, c'est une proposition assez équilibrée qui correspond à peu près à la réalité démographique sur le terrain. Cette proposition-là, à nouveau, elle va être acceptée par le mouvement sioniste et elle va être refusée par le moufti de Jérusalem, qui reste le véritable leader politique des Palestiniens. Alors pourtant, il a été vaincu militairement par l'armée anglaise, il a été expulsé du pays à la fin des années 30, mais à distance, de l'extérieur, il mène une politique radicale pour empêcher toute forme de compromis. Il faut quand même mentionner que le moufti de Jérusalem a vécu à Berlin entre 1941 et 1945 et qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour aider les nazis à gagner la guerre et en plus à persécuter les juifs autant qu'il le pouvait.
Donc c'est un épisode historique qui est pas très réconfortant, mais on arrive maintenant à cette période très importante où l'État d'Israël va effectivement être créé, alors que l'État arabe indépendant n'est pas créé. Et donc je vais prendre le temps d'essayer d'analyser les événements de 1948. C'est très important, je crois, pour arriver à un narratif constructif des événements. Jusqu'à 1948, toutes les terres dans lesquelles les Juifs se sont installés pour fonder des villages ou des villes nouvelles, toutes les terres ont été scrupuleusement achetées et achetées à un prix qui était supérieur au prix normal du marché foncier. Donc il n'y a jamais eu d'expulsion de population arabe avant 1948. Tout s'est fait de manière tout à fait pacifique. On avait même des dirigeants nationalistes arabes qui protestaient en public contre l'achat de terres par les Juifs et qui en sous-main vendaient des terres aux Juifs, vous voyez, qui étaient en leur possession. Par contre, en 1948, il y a bien eu un déplacement de population important de la majorité des habitants arabes du territoire imparti au futur État juif. Là, il y a bien ce déplacement de population qui va créer un problème humain lourd, difficile, problème de réfugiés qui n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut essayer de l'analyser de manière honnête et exacte. Il y a une série de facteurs qui expliquent ce déplacement de population. En gros, on peut considérer que 700 000 habitants arabes de la Palestine mandataire ont quitté leur maison et sont devenus des réfugiés. Là encore, le narratif israélien parlait de 500 000, le narratif palestinien parlait d'1 million, mais 700 000 semble être le chiffre exact vérifié par les historiens. Et la plupart de ces gens ne sont pas partis très loin. Ils ont été déplacés, en fait, de l'autre côté de la ligne de front, puisqu'il y a eu cette guerre d'indépendance qui s'est terminée au premier semestre 1949. Et en fait, ces réfugiés, ils sont allés de l'autre côté de la ligne d'armistice, c'est-à-dire du côté égyptien de la bande de Gaza, et du côté jordanien de la Cisjordanie. Donc aujourd'hui, quand on parle d'exil, de diaspora palestinienne, en fait, on parle d'un exil, mais un exil de la porte à côté, si l'on peut dire. C'est important, je pense, si on veut rationaliser un petit peu l'analyse, on ne parle pas d'un exil à l'autre bout du monde. Mais ce déplacement forcé de population, effectivement, il faut essayer d'en comprendre les facteurs. Alors, lorsque l'ONU a voté le plan de partage, dès le lendemain, c'est-à-dire dès le 30 novembre 1947, a commencé une violence généralisée sur le territoire de la Palestine, où les groupements armés arabes, les groupements qui suivaient en fait le Moufti, ont attaqué les populations juives dans leurs villages et dans leurs quartiers. Et la nouveauté, c'est que la population juive était bien organisée sur le plan militaire pour riposter. C'est la première fois qu'on ne comptait plus sur l'armée anglaise pour interrompre la violence arabe, mais que c'est la force armée juive qui a riposté à la violence arabe. On avait déjà, depuis 1920, un petit groupe armé juif qui s'appelait la Haganah, qui avait commencé à s'organiser, mais qui est resté très modeste jusqu'à 1936. Et même en 1936, quand la Haganah commence à devenir plus importante, elle essaie toujours de se placer sous la tutelle de l'armée anglaise, à qui on laisse le rôle militaire principal. Vous avez d'ailleurs pour cette raison un groupe dissident de la Haganah qui s'est créé et qu'on appelle l'Irgun à partir de 1936. L'Irgun n'est pas d'accord avec la prudence de la Haganah. Eux, ils veulent riposter à la violence arabe directement par une violence juive. Et il y a eu un certain nombre d'épisodes que je ne vais pas analyser en détail où ces groupes dissidents avaient une autre logique plus offensive que la Haganah qui était très prudente en fait sur le plan militaire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que c'est la Haganah qui organisait les bateaux d'immigration clandestine, parce que des bateaux, c'est pas de la violence, c'est autre chose. Et la Haganah attaquait les Anglais à coups d'immigrants en amenant, si possible, des témoins extérieurs pour voir l'Angleterre réprimer des rescapés de la Shoah qui essayaient d'entrer dans le pays. C'était une forme, en quelque sorte, pacifique de guérilla contre les Anglais, alors que l'Irgun, de son côté, et puis même les dissidents de l'Irgun encore plus radicaux, qu'on appelait le groupe Stern, eux, ils attaquaient directement l'armée anglaise par la violence. Je n'entre pas là dans le détail de ces opérations, mais toujours est-il qu'à la fin de l'année 47, on a une violence généralisée où il y a attaque des groupes armés arabes contre la population juive, mais pour la première fois, la Haganah et les dissidents de la Haganah, Irgun et groupe Stern, ripostent militairement.
Et donc, il y a une sorte d'équilibre militaire sur le terrain très instable, très ambigu. Et première surprise, alors d'abord j'insiste sur le fait que le choix historique fait par les Palestiniens de ne pas créer leur État lorsque l'ONU le leur a proposé, c'est un choix historique très important qui contribue beaucoup malheureusement à expliquer les impasses dans lesquelles nous nous trouvons jusqu'à aujourd'hui. Puisque l'État qui leur était proposé comportait une population arabe homogène. Et de l'autre côté, l'État juif qui était proposé dans les limites découpées par l'ONU aurait comporté une population arabe de 45% et aurait été lui-même très fragile. Donc voilà une occasion manquée qui est importante. Il aurait suffi de créer l'État arabe et de ne pas tirer un seul coup de fusil contre l'État juif et peut-être que tout se serait déroulé autrement. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne quand on fait de l'histoire. Donc là arrive cette situation de violence généralisée et premier phénomène qui surprend tout le monde, qui surprend tous les observateurs, la classe dirigeante des Arabes de Palestine va se mettre à l'abri dans les pays voisins. C'est-à-dire que ça aussi, ça reflète la relation complexe entre les Arabes de Palestine et les Arabes des pays voisins. Il y avait une spécificité nationale des Arabes de Palestine qui avait commencé à se cristalliser, mais en même temps, il y avait quand même des liens forts entre les Arabes de Palestine et les Arabes des pays voisins. Et la classe dirigeante arabe, en général, possédait des résidences dans les pays comme le Liban, la Syrie, la Jordanie et même l'Égypte. Donc ces gens-là, qui ont en fait un double domicile, vont se mettre à l'abri parce que quand il y a beaucoup de violence devant sa maison, eh bien, on est content d'avoir une résidence secondaire où on peut éviter les dangers. Ce qui veut dire que pendant toute la période de la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, la population arabe de Palestine va être coupée de sa classe dirigeante qui se trouve à l'extérieur. Premier facteur de déstabilisation de la population arabe. Deuxième étape, là on est déjà au début de l'année 48, la classe moyenne arabe va faire la même chose que la classe dirigeante. C'est-à-dire non pas simplement les grandes familles les plus riches et les plus puissantes, mais aussi tous ceux qui ont un peu d'argent et qui sont souvent des gens instruits. En fait, la classe moyenne des villes arabes, celle qui avait l'habitude d'encadrer la société palestinienne, de parler en son nom, va aussi se mettre à l'abri. Même s'ils n'ont pas une résidence secondaire, ils ont quand même les moyens d'aller éviter la violence et d'aller se mettre à l'abri. Et alors là encore, imaginez que vous êtes un paysan arabe en Palestine, puisque c'est une société très rurale, vous vous retrouvez dans votre village avec, en ayant perdu tout l'encadrement traditionnel qui avait l'habitude de parler en votre nom, de défendre vos intérêts. Grand facteur de déstabilisation. Finalement arrive le 9 avril 1948 un événement qui a été beaucoup à discuter, beaucoup controversé, qui est la conquête du village de Deir Yassin par les troupes de l'Irgun, les troupes dissidentes sionistes. Deir Yassin est un village arabe qui commande la route de Jérusalem, une route stratégique qui permet le ravitaillement de la ville juive de Jérusalem, la partie juive de Jérusalem. Et il y a une bataille très dure pour la conquête de ce village où l'Irgun prend le contrôle du village. Et à la fin de cette bataille, on dénombre 107 civils tués. Le chiffre que je donne là n'est pas le chiffre qui est communément diffusé, qui était le chiffre de 254, chiffre inexact qui a été rectifié par les historiens palestiniens eux-mêmes plusieurs décennies plus tard dans des recherches objectives qui ont été faites par des universitaires palestiniens. Mais donc 107 civils tués dans une bataille pour un village, évidemment c'est beaucoup. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'ils ont été tués délibérément? Et dans ce cas-là, c'est un crime de guerre. Est-ce que les soldats juifs ont tué des civils arabes ou bien est-ce qu'ils sont des victimes collatérales d'une sorte de bavure dans le feu des combats? Et il semble que la réponse est un peu les deux à la fois. C'est très difficile d'avoir une vision tout à fait objective de ce qui s'est passé à Deir Yassin. Il y a eu probablement des abus de violence de la part des soldats juifs et il y a eu aussi des victimes non calculées dans le feu de la bataille. Par contre, on sait aussi, grâce à ces recherches d'historiens arabes et d'historiens aussi britanniques, on sait que le haut comité arabe obéissant au Moufti a pris contact avec les habitants arabes du village en leur disant « Vous allez raconter ce qui s'est passé de manière la plus dramatique possible ». Et il y a eu visiblement une exagération dans les récits. Il y a eu sans doute une partie des récits, un noyau de vérité augmenté par des exagérations, qui a fait que la rumeur s'est répandue dans tout le pays, dans la population paysanne arabe,
que les Juifs avaient commencé à tuer tout le monde, en fait, que les Juifs étaient en train de se livrer à des massacres et que ça allait dégénérer, que tout le monde allait se sentir menacé. Et donc, il y a une sorte de psychose qui a créé une panique chez les paysans arabes dans tout le pays, ces fameux paysans qui n'étaient plus encadrés par leur classe moyenne et par leur classe dirigeante. Eh bien, ils ont eu peur, et c'est pour ça qu'on a, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, un départ spontané des gens qui quittent leur maison pour aller essayer de trouver un lieu un peu plus calme pour éviter la violence des combats et surtout éviter cette cruauté qu'on impute à la partie juive, vous voyez, à la suite de cette rumeur. Donc la surprise, en fait, du point de vue aussi bien du point de vue des dirigeants arabes que du point de vue des dirigeants juifs, la surprise, c'est ce départ massif de la population arabe qui n'a pas été ni orchestré par les dirigeants arabes, ni orchestré par une politique d'expulsion. Aujourd'hui, on parle beaucoup, comme si c'était évident, d'une expulsion des populations arabes par les juifs. Or, au départ, il y a un départ qui est plutôt spontané. Après, quand on arrive autour du 14 mai 1948, 14 mai 1948, date de la création de l'État d'Israël, qui est aussi le dernier jour du mandat britannique fixé par l'ONU, quand on arrive autour de cette date-là, il faut continuer à analyser les événements. D'abord, dans les jours qui précèdent le 14 mai 1948, on a 2 massacres de civils juifs par la Légion arabe rattachée à la Jordanie. 2 massacres de civils juifs, un qui se passe dans un massacre d'un convoi de médecins et d'infirmières qui se rendent à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, et d'autre part un massacre de prisonniers, de soldats désarmés qui s'étaient constitués prisonniers dans la banlieue de Jérusalem à Gush Etzion. Et dans les 2 cas, massacre de ces gens désarmés, le nombre de morts est exactement le même nombre de morts qu'à Deir Yassin. Et ce qui est très frappant, c'est que dans la mémoire collective israélienne, et donc sioniste israélienne, à aucun moment les événements de 1948 ne sont vécus comme des moments de souffrance humaine insupportables, et des moments où on évoque très peu finalement les civils juifs tués par la violence arabe pendant ces événements de 47, 48, 49, parce que la population juive à l'époque était tellement consciente de vivre une occasion historique, la création d'un État juif indépendant, que le rêve juif avait rêvé depuis tellement de siècles, qu'ils ont serré les rangs, ils ont enduré cette situation extrêmement pénible, et à aucun moment, dans la population juive, on observe de panique, on observe des attitudes comparables à ce qu'on a observé du côté de la population rurale palestinienne. En fait, quand on regarde de près les travaux des historiens d'aujourd'hui, historiens aussi bien israéliens, arabes et extérieurs à la région, on voit qu'il y a eu plus de morts en chiffre absolu du côté juif que du côté arabe. Les juifs étaient 1/3 de la population, ils ont eu 1 millier de morts civiles, je parle là des civils, parce que dans une guerre, que les soldats meurent au combat, malheureusement, c'est le lot de toutes les guerres. Par contre, que des civils soient tués pendant une guerre, c'est pas censé arriver normalement. Il y a eu 1 millier de civils juifs tués pendant cette guerre, alors qu'il y a eu seulement 800 civils arabes tués pendant cette guerre, les Arabes étant 2 fois plus nombreux que les Juifs. Donc en termes de souffrance humaine, on peut dire que la souffrance était plus lourde du côté juif, mais ça n'a pas laissé la même trace dans la mémoire collective. Vous voyez, quand les Arabes parlent de la Nakba, c'est-à-dire du désastre de 1948, ils magnifient, si on peut dire, la souffrance subie, ces civils qui ont été tués sont devenus vraiment le symbole d'une sorte de catastrophe. Et d'ailleurs, le mot Nakba veut dire aussi une catastrophe ou un désastre. Il n'y a pas du tout l'équivalent dans la mémoire collective israélienne, alors que je viens de donner l'exemple de ces tués civils à Jérusalem et dans sa banlieue en mai 1948, qui sont exactement aussi nombreux que les civils tués à Deir Yassin. Et là, donc, on a encore une clé, vous voyez, ce phénomène, cette société arabe extrêmement déstabilisée. Elle va connaître alors un certain nombre donc d'événements qui sont de nature différente après le 14 mai 1948. Il y a bien eu, malheureusement, je dois en prendre acte, qu'il y a eu effectivement des cas où des soldats juifs ont tué des civils arabes sans aucune raison justifiée. Et ça relève du crime de guerre, comme il y en a dans toutes les guerres malheureusement, des soldats qui font usage de leurs armes contre des civils sans aucune justification. Il y a eu des cas comme ça qui sont aujourd'hui documentés par des témoignages d'autres juifs
qui ont été témoins de voir d'autres soldats commettre des assassinats d'un certain nombre de civils des armées. D'autre part, il y a aussi évidemment des civils arabes qui meurent dans le cadre de dégâts collatéraux, comme on dit, dans le cadre de bavures, comme dans toutes les guerres. Et là, il ne s'agit pas de quelque chose d'intentionnel. Hein. Et c'est difficile aujourd'hui, dans ces deux chiffres que j'ai donnés, 800 arabes, 1000 juifs, ces deux chiffres de civils, de décomposer lesquels sont morts parce qu'ils ont été tués intentionnellement et dans quel cas ils ont été tués par erreur, par le contexte malheureux. En tout cas, il y a bien eu un certain nombre de cas de civils arabes tués par des juifs de manière injustifiable, de même évidemment qu'il y a eu beaucoup de civils juifs tués de manière injustifiable par des combattants arabes. Et puis il y a eu autre chose, donc ça c'est un premier facteur, donc en fait pour comprendre pourquoi la rumeur de Deir Yassin a eu tellement de succès, c'est qu'il y a bien eu quelques cas réels d'assassinat de civils juifs par des combattants juifs, pardon, d'assassinat de civils arabes par des combattants juifs, et donc chaque fois qu'un événement comme ça se produisait, ça venait confirmer la rumeur de la menace d'un grand assassinat généralisé. Maintenant, il y a eu deux autres choses. Il y a eu un certain nombre de lieux où l'armée israélienne a expulsé la population juive, donc dans certaines localités, par la force, mais sans faire aucune victime. Et on a l'exemple qui est très documenté de la ville de Lod et de la ville de Ramleh, où le général Rabin, qui était le futur premier ministre israélien Yitzhak Rabin, a raconté lui-même dans un passage de ses mémoires comment Ben Gourion lui a fait comprendre qu'il fallait que cette population civile de ces deux villes s'en aille. S'en aille parce que sur les arrières de l'armée israélienne, il ne fallait pas deux villes à majorité arabe et que c'était une grande gêne stratégique pour l'armée israélienne. Donc il a fait comprendre au général Rabin qu'il fallait que ces civils arabes s'en aillent. Et Rabin raconte comment ces soldats, au départ, ne voulaient pas obéir, que ces soldats qui appartenaient à des unités d'élite recrutés dans les kibbutzim avec une éducation très humaniste, ne voulaient pas faire partir les civils. Et quand ils ont fini donc, par faire partir les civils de Lod et de Ramleh, ces gens sont partis d'abord à pied, et après ils ont demandé qu'on les véhicule. Donc l'armée israélienne a organisé un transport pour que ces gens aillent de l'autre côté de la ligne, des combats, c'est-à-dire du côté de l'armée jordanienne. Et au lieu que ce soit une gêne pour l'armée israélienne, c'est devenu une gêne pour l'armée jordanienne. Donc c'est un déplacement de quelques kilomètres qui a transformé en réfugiés, effectivement, les habitants arabes de ces deux villes. D'ailleurs, ils ne sont pas tous partis, puisqu'encore aujourd'hui, on est témoin de problèmes entre juifs et arabes à Lod et à Ramleh, ce qui veut bien dire qu'ils ne sont pas tous partis. Hein. Mais enfin, là, on a un exemple d'une expulsion locale par la force, sans violence. C'est paradoxal, mais ça fait partie du tableau. Et puis, on a aussi des exemples différents. On a des exemples d'appels émis par les juifs à la population arabe pour qu'elle reste sur place, qu'elle ne parte pas. On a l'exemple très connu des syndicalistes juifs de Haïfa qui ont appelé la population arabe à ne pas partir. Et Haïfa étant à l'époque une ville très politisée à gauche, où il y avait des bons rapports entre les deux populations, et où les syndicalistes juifs appellent leurs voisins arabes à ne pas partir. En sens inverse, on a un certain nombre d'appels émis dans les radios des pays arabes voisins, où les radios des pays arabes voisins appellent la population arabe de Palestine à partir. C'est-à-dire que dans ces messages de propagande, on leur dit on vous demande de quitter vos maisons pour laisser nos armées à conquérir les villes et les villages où habitent les Juifs, et une fois qu'on leur a gagné, vous pourrez récupérer non seulement vos maisons, mais les maisons des Juifs. Et malheureusement, on a aujourd'hui le témoignage de celui qui était Premier ministre de la Syrie à l'époque, qui s'appelait Khaled al-Azzam, qui dit dans ses mémoires, en 1965, « Nous, dirigeants arabes, nous avons créé de toutes pièces une population de réfugiés en invitant les civils arabes à quitter leur maison, même si ça n'a duré que quelques semaines ou quelques mois, nous les avons transformés en réfugiés. » C'est intéressant d'avoir ce témoignage d'un des principaux dirigeants arabes de l'époque, alors même que certains historiens israéliens, qui ont des idées politiques d'extrême gauche, veulent à tout prix rendre les Israéliens responsables de tous les malheurs de tous les civils arabes de l'époque. Ils viennent en contradiction avec cette source qui émane de la partie arabe. Vous voyez, donc tout ça est assez contradictoire, est assez complexe. Et en ce qui concerne les violences injustifiables de certains soldats juifs contre des civils arabes, elles ont été publiquement condamnées, solennellement condamnées par David Ben Gourion, le chef du gouvernement israélien de l'époque. On a un poème célèbre du
du poète Nathan Alterman, qui était lu par tout le monde à l'époque, qui aussi condamne sévèrement l'attitude de ces juifs qui font des choses déshonorantes. Hein. Donc c'est important de savoir que ces bavures, si on peut les appeler comme ça, elles étaient connues de tous à l'époque. Et c'est intéressant de voir que la mémoire israélienne avait oublié ces faits en fait, qui n'étaient pas très reluisants sur le plan moral, et qu'il y a eu une redécouverte depuis les années 1980 dans la conscience israélienne du fait que certains Israéliens s'étaient mal comportés pendant la guerre d'indépendance, avaient fait des choses injustifiables. Mais finalement, ce qui était resté dans la mémoire collective, ce qui n'avait pas été effacé, c'était le bonheur pour les Juifs d'avoir créé leur État, qui avait fait oublier la grande souffrance humaine subie par les Juifs pendant ces événements, alors que ce qui est resté dans la mémoire collective arabe, c'est le désastre d'avoir d'abord perdu ses maisons, et puis d'avoir été vaincu militairement pendant cette guerre. Alors j'ajoute maintenant encore deux choses. C'est que le gouvernement israélien, en juin 1948, a pris une décision qui a eu des conséquences importantes. Il a été décidé que lorsque des maisons étaient abandonnées et lorsque des terres étaient abandonnées, au bout d'un certain délai, eh bien, ça pouvait rentrer dans le domaine public. Et il faut se rendre compte que depuis 1939, les Juifs ne pouvaient plus rentrer librement dans le pays. Donc on avait une énorme file d'attente de Juifs qui étaient internés par les Britanniques à Chypre, parce qu'on les avait interceptés pour les empêcher d'entrer dans le pays. On avait une masse de Juifs dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, rescapés de la Shoah, qui attendaient la possibilité de rentrer dans le pays. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez des centaines de milliers de gens totalement démunis qui veulent rentrer dans le pays, et que vous avez des dizaines de milliers de maisons vides? Vous prenez quand même une précaution formelle en laissant passer un certain délai, puis au bout d'un certain délai, vous déclarez que ça appartient au domaine public, et vous logez dans ces maisons tous ceux qui arrivent et qui n'ont rien, qui sont totalement démunis. Même chose pour les terres abandonnées. Depuis 1939, les Juifs ne pouvaient plus acquérir des terres. D'ailleurs, j'aurais pu expliquer ça, mais je n'ai pas eu le temps de le développer, qu'à l'époque du mandat britannique, l'acquisition de terres par les Juifs était en volume très inférieur à la part des Juifs dans la population. Ce qui est le contraire d'une situation coloniale où le colonisateur s'accapare toutes les terres et fait travailler les indigènes sur les terres de leur propre pays. Dans le cas de la Palestine britannique, sous Palestine mandataire, comme on dit, les Juifs avaient acheté une petite portion de terre qu'ils travaillaient eux-mêmes en tant qu'agriculteurs, au lieu de faire travailler la population arabe locale. Hein. Donc, les Juifs ne pouvaient plus acheter de terre depuis 1939, et là, tout d'un coup, vous avez des milliers d'hectares abandonnés, avec des villages juifs qui ont besoin de travailler la terre pour subsister. Eh bien, on leur a attribué ces terres abandonnées en prenant quelques précautions juridiques. Et donc là, on voit bien comment ces populations civiles arabes qui avaient été déplacées de quelques dizaines de kilomètres en général, sont devenus des réfugiés et n'ont pas pu réintégrer tout de suite leurs maisons et leurs terres. Et après, comment est-ce que leur situation a été gérée par les deux États arabes qui les ont accueillis, c'est-à-dire la Jordanie et l'Égypte? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a eu, dès la fin de l'année 48, deux grandes réunions arabes palestiniennes qui ont eu lieu, l'une à Jéricho et l'autre à Gaza, qui ont demandé formellement à la Jordanie et à l'Égypte d'annexer ces territoires qui auraient dû être le territoire de l'État arabe de Palestine, d'annexer ces territoires, de les incorporer dans leurs limites. En fait, Gaza a gardé un statut de territoire occupé, mais occupé par l'Égypte à l'époque, et puis la Cisjordanie a été intégrée à la Jordanie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la Jordanie prend son nom de Jordanie, des deux côtés du Jourdain, et ils ont fait allégeance au roi de Jordanie, qui était le roi Abdallah à l'époque, et donc en principe, la Jordanie et l'Égypte n'étaient pas mécontentes d'avoir récupéré les territoires et les populations prévues pour le futur État arabe, étant entendu que la moitié du territoire avait été récupérée par l'État d'Israël, qui a pu comme ça donc améliorer un petit peu le découpage qui avait été dessiné par l'ONU, et avec une proportion de civils arabes sur son territoire relativement moindre que ce qui avait été prévu par l'ONU initialement. En fait, il est resté jusqu'à aujourd'hui une population arabe dans l'État d'Israël. Ce sont les Arabes israéliens, qu'aujourd'hui les journalistes aiment bien appeler les Palestiniens d'Israël. Ce sont des citoyens arabes de l'État d'Israël qui, depuis le 14 mai 1948, bénéficient des droits de citoyens égaux, parce que c'est inscrit noir sur blanc
dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël fait appel à la population arabe pour qu'elle prenne sa place dans le nouvel État comme citoyens égaux. Et donc, vous voyez, là encore, contrairement à certains narratifs palestiniens qui parlent d'une stratégie délibérée d'expulser en masse tous les Palestiniens, si l'État d'Israël avait eu comme projet de mettre tout le monde à la porte, il n'aurait pas inscrit dans leur déclaration d'indépendance « Nous vous invitons à prendre votre place comme citoyens égaux ». Certes, il y a eu des expulsions locales, comme celle que j'ai décrite à Lod et à Ramleh. Certes, il y a eu cette décision concernant les maisons et les terres qui est lourde de conséquences, mais il n'y a pas eu de plan de mettre tout le monde dehors, comme c'est parfois affirmé. Donc je reviendrai sur cette question des Palestiniens vivant aujourd'hui comme citoyens israéliens dans ma troisième intervention, où il sera question notamment de la minorité non juive à l'intérieur de l'État d'Israël. Hein. Mais je voudrais maintenant aborder brièvement la question des tentatives de règlement du conflit qui ont eu lieu depuis 1947. Et là, je ne vais pas reprendre le détail des différentes guerres qui ont confronté l'État d'Israël et ses voisins arabes, les opérations militaires de toutes sortes. Ce serait très technique d'analyser tout ça. Et finalement, ce qui ressort toujours de ce genre de narration militaire, c'est qui a commencé à tirer le premier, qui est fautif, qui a déclenché les opérations. Et ce qui nous intéresse plutôt dans ce propos, c'est les tentatives de règlement du conflit et dans quelle mesure est-ce que certaines tentatives ont réussi et pourquoi d'autres tentatives ont échoué et ont abouti à des impasses. Alors, je pense qu'il y a un tournant important qui se situe en 1967, quand, à la suite de la guerre des 6 jours, Israël se retrouve à contrôler la Cisjordanie et Gaza. Parce que tant que la Jordanie et l'Égypte contrôlaient la population arabe de Cisjordanie et de Gaza, en fait, la revendication d'un État arabe de Palestine, elle était totalement sous boisseau. Les Jordaniens et les Égyptiens contrôlaient cette population et on n'entendait pas fortement la revendication. Elle était émise par des petits groupes relativement embryonnaires. Elle n'était pas entendue sur le plan international. Elle n'était pas audible. Cette revendication devient audible, en fait, à partir du moment où c'est l'État d'Israël qui occupe ces deux territoires, Cisjordanie et Gaza. Je précise d'ailleurs que dans la mémoire israélienne, on commet, à mon avis, une erreur. On croit en général que la revendication palestinienne est une invention qui date des années après 67, justement. Parce que les Israéliens se disaient, jusque-là, on n'entendait pas parler d'eux, et tout d'un coup, on parle d'eux parce que c'est nous qui sommes en contrôler les territoires. En fait, la mémoire israélienne a oublié que dans les années 20 et 30, il y avait un mouvement palestinien important qui était combatif contre les Anglais et contre les sionistes. Ce mouvement a été vaincu, donc il y a eu une longue période de silence palestinien, mais les Palestiniens reprennent la parole après 67, et ça peut se comprendre très bien quand on observe l'histoire palestinienne. Les Israéliens, de ce point de vue, ont dû redécouvrir tardivement la réalité de cette revendication palestinienne. En même temps qu'il y a ce message palestinien qui commence progressivement à être entendu après 67, avec l'OLP qui se donne comme dirigeant, l'Organisation de libération de la Palestine se donne comme dirigeant Yasser Arafat, alors qu'initialement l'OLP était en fait un instrument des pays arabes pour contrôler les Palestiniens. Arafat symbolise au contraire la volonté des Palestiniens de se contrôler eux-mêmes, de prendre leur distance par rapport aux pays arabes, hein, d'être un acteur autonome. En même temps donc que ce côté palestinien commence à bouger, eh bien, l'ONU a adopté un texte très important qui jusqu'à aujourd'hui est reconnu par toutes les parties en présence comme étant la base de tout règlement possible. C'est ce qu'on appelle la résolution 242 du Conseil de sécurité, qui parle, pour parler comme disent les diplomates, d'un échange de la terre contre la paix. On abandonne les territoires occupés en 1967 et en échange on obtient une vraie paix, c'est-à-dire des frontières sûres et reconnues, comme le dit la résolution 242. Alors il y a une discussion pour savoir s'il est possible éventuellement que l'échange de territoire soit associé à une rectification des frontières, puisque avant 67 on n'avait pas des vraies frontières, on avait des lignes d'armistice. Est-ce qu'on pourrait rectifier ces lignes d'armistice lorsqu'on fera les futures frontières sûres et reconnues?
Mais alors, quel genre de rectification? C'est ouvert à la discussion, puisque le texte anglais de la résolution parle de retrait de territoires, mais pas des territoires occupés. C'est la version française, mais pas celle qui fait autorité. Donc la version française, elle parle de retrait des territoires. Elle veut exclure l'idée de rectification. Bon, ça fait vraiment partie des nuances diplomatiques importantes. En tout cas, cette idée d'échange de la terre contre la paix, elle a bien fonctionné finalement entre Israël et l'Égypte, vous voyez, puisque en 1977, le président Sadat, président égyptien Anwar el-Sadat, se rend à Jérusalem à l'invitation du Premier ministre israélien Menachem Begin, Premier ministre qui a gagné les élections cette année-là avec un programme maximaliste refusant le compromis territorial avec les pays arabes et qui justement va aller très loin dans la restitution à l'Égypte de territoires perdus pendant la guerre de 67. La totalité du Sinaï va être restituée à l'Égypte en l'espace de quelques années. Ça demandait donc beaucoup de courage des deux côtés. Le président Sadat va payer de sa vie, au bout de quelques années, son accord avec Israël, et Menachem Begin a eu le courage de contredire une grande partie de ceux qui l'avaient élu en acceptant des concessions territoriales importantes. Il faut se rappeler que dans ces fameux accords entre Israël et l'Égypte, signés à Camp David en 1978, il y avait ce qu'on appelle pas simplement l'échange terre du Sinaï contre une vraie paix, mais il y avait un accord cadre en vue de la solution du problème palestinien. C'est-à-dire que l'Égypte s'était portée garante au nom des Palestiniens d'obtenir d'Israël des promesses, des engagements en faveur des Palestiniens. L'Égypte ne voulait pas signer une paix séparée en ayant l'air de trahir les Palestiniens, donc elle a obtenu de Menachem Begin un texte qui dit des choses assez précises. Pas trop précises non plus, parce que Menachem Begin ne voulait pas faire des concessions théoriques pour les Palestiniens alors qu'il ne parlait pas avec eux, il parlait avec l'Égypte, mais il a quand même accepté l'idée clairement inscrite dans les accords de Camp David d'une autonomie pour les Palestiniens à court terme, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, autonomie dans l'immédiat, et puis des droits légitimes de cette population-là qu'il fallait respecter, d'une solution du problème palestinien dans tous ses aspects, ce qui implique d'inclure les Palestiniens qui vivent hors de ces territoires aussi dans le règlement, ne pas les oublier dans un règlement. C'est la fameuse question du retour éventuel de réfugiés, mais quels réfugiés et où? Et puis, il y avait même dans ces accords la formule qui dit associer les Palestiniens à la détermination de leur propre avenir. Et ça, c'est signé par Menachem Begin en 1978. Donc là encore, on pourrait dire qu'on a une troisième occasion historique qui n'a pas été saisie par l'OLP. Yasser Arafat, parlant au nom des Palestiniens et de l'OLP, n'a pas saisi cet accord cadre obtenu par l'Égypte pour, dans un premier temps, organiser une autonomie locale des Palestiniens et négocier ensuite une solution définitive qui pouvait déboucher sur un État palestinien indépendant. Ça n'était pas dit explicitement, mais la porte était laissée ouverte à ce que ça devienne un État palestinien indépendant. Et donc, il faut se rappeler qu'à l'époque, on est encore dans la guerre froide. On a encore un jeu où le bloc soviétique encourage les pays arabes, et notamment les Palestiniens, à l'intransigeance, au refus du compromis, et Israël est soutenu par les États-Unis. Bon, tout ça est un peu ironique, parce que initialement, Israël a été appuyé d'abord par le bloc soviétique en 1948, puis a été appuyé par la France dans les années 50-60, et c'est seulement tardivement que les États-Unis sont devenus le principal soutien diplomatique et militaire de l'État d'Israël. Mais dans ce jeu-là, eh bien, le bloc soviétique encourage l'intransigeance arabe, et donc on a une occasion perdue à nouveau de créer un État arabe indépendant pour les Palestiniens. Et c'est seulement 15 ans plus tard que le même Yasser Arafat va accepter de négocier avec Yitzhak Rabin, devenu Premier ministre d'Israël, ce qu'il avait refusé de négocier avec Menachem Begin 15 ans plus tôt. Parce que ce qu'on appelle donc les accords d'Oslo, négociés en 1993 à Oslo par le gouvernement de Menachem Begin, d'Yitzhak Rabin avec Yasser Arafat, président de l'OLP, ces accords d'Oslo disent à peu près la même chose que ce que disaient déjà les accords cadres de Camp David. Ils parlent d'une autonomie palestinienne locale en Cisjordanie et à Gaza tout de suite,
pouvant déboucher, au bout d'une période de 5 ans, sur un État indépendant au bénéfice donc d'une négociation qui aurait lieu à ce moment-là avec l'État d'Israël. Hein, la porte était ouverte à un tel arrangement. Et il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'application de ces accords d'Oslo a été un échec. Et là, très brièvement, je voudrais proposer des pistes d'explication. Il faut se rappeler évidemment que en l'an 2000, on était donc au terme de la période de transition envisagée par les accords d'Oslo. Il y a eu cette négociation qui a eu lieu à Camp David, au même endroit où avait eu lieu la grande négociation avec l'Égypte, en espérant que les lieux portent bonheur. Et les lieux n'ont pas porté bonheur, cette négociation a échoué. Et depuis l'an 2000, en fait, on est resté dans une impasse. Toutes les tentatives qui ont été faites depuis n'ont pas abouti. Alors là, en fait, la grande nouveauté des accords d'Oslo, qui à mon avis malheureusement explique en partie leur échec, c'est que pour la première fois, les Palestiniens qui habitent en Cisjordanie et à Gaza vont être armés. C'est-à-dire que entre l'arrivée des Israéliens, la conquête israélienne en 1967 et les accords d'Oslo en 1993, la population arabe, c'est une population civile, mais elle est désarmée. On a des organisations palestiniennes qui essaient de s'opposer à l'occupation israélienne, mais cette opposition, elle se fait de manière civile, elle se fait par des manifestations, par des grèves, par toutes sortes d'actions politiques, mais il n'y a pas de forces armées palestiniennes dans les territoires. Il y a juste des commandos armés palestiniens à l'extérieur du pays qui vont faire des attentats, si possible d'ailleurs loin du Moyen-Orient, des attentats, des détournements d'avions, des attentats un peu partout. Ils vont essayer d'attaquer Israël de l'extérieur par des coups de commando, mais il n'y a pas de forces armées sur place. Par contre, avec les accords d'Oslo, on va avoir une forte police palestinienne armée en fait par les Israéliens. C'est ça qui est paradoxal. Parce que cette police palestinienne fortement armée devait maintenir l'ordre pendant tout le temps de transition pour s'assurer que les groupes palestiniens extrémistes n'empêcheraient pas la négociation de progresser vers le compromis et vers finalement la paix avec Israël. L'idée étant que grâce à cette police palestinienne, eh bien, on arriverait jusqu'au bout de la négociation. En anglais, on appelle ça la construction de la confiance, confidence building. Il fallait, pendant 5 ans, construire de la confiance pour négocier ensuite la création d'un État palestinien dans des conditions qui ne seraient pas inacceptables pour Israël. Et or, il s'avère que cette police palestinienne, qui disposait d'armement, s'est retournée contre Israël. Je simplifie un petit peu, mais elle n'a pas fait son travail de répression des extrémistes palestiniens. Les extrémistes, c'est clairement le Hamas créé à Gaza, qui a comme programme la destruction de l'État d'Israël, qui a comme programme les protocoles des sages de Sion, c'est-à-dire une interprétation virulemment antisémite de l'histoire du XXe siècle. Et donc le Hamas a fait tout pour torpiller l'application des accords d'Oslo. Et la police, obéissant à Yasser Arafat, n'a pas réprimé le Hamas. Et au contraire, au bout d'un certain temps, a même coopéré avec le Hamas contre Israël. Et donc toute l'opération s'est retournée contre le but qui lui avait été assigné au départ. Alors les Israéliens, pour se défendre, ont maintenu leur armée à la porte des villes palestiniennes, puisque en 1995, l'armée israélienne s'était déjà retirée des villes palestiniennes. Il y avait un scénario optimiste qui disait, puisque la majorité des Palestiniens habitent dans des villes, si notre armée se retire des villes, ils vont déjà être libérés de notre occupation dans la vie quotidienne. Nous gardons notre armée à l'extérieur des villes, mais on n'aura pas besoin de s'en servir puisque la police palestinienne va faire le travail de maintien de l'ordre. Or, comme cette police ne faisait pas son travail, l'armée israélienne, à l'extérieur des villes, a créé ce qu'on appelle des checkpoints, c'est-à-dire des barrages pour contrôler les allées et venues, pour empêcher les actions terroristes, puisque malheureusement, un très grand nombre d'actions terroristes contre la population israélienne civile ont été fomentées par le Hamas et même par un certain nombre d'éléments liés à l'OLP, liés au Fatah de Yasser Arafat. Donc, les Israéliens avaient leur propre logique de protéger leur population civile en mettant en place ces fameux barrages dans les territoires palestiniens. Mais évidemment, la population palestinienne a subi ces barrages comme étant un obstacle à une vie normale. Et au lieu d'être libérés de l'occupation israélienne, ils ont eu l'impression subjective d'un alourdissement des conditions de l'occupation ou de la présence israélienne. Et donc tout ce climat de construction de la confiance a échoué. Les Israéliens ont ressenti une multitude d'attaques contre leurs civils sur leur territoire. Les Palestiniens ont ressenti que leur vie quotidienne ne s'était pas améliorée.
Et là, j'ajoute un détail qui est triste, mais qu'il faut vraiment évoquer, c'est que toute l'aide internationale qui a été versée à l'OLP pour améliorer concrètement les conditions de vie quotidienne de la population palestinienne, cette aide internationale a été détournée par des faits de corruption qui ont fait que la population civile palestinienne n'en a jamais vu la couleur. Et malheureusement, ça fait partie des facteurs qui expliquent l'échec de cette construction de la confiance et pourquoi donc on a eu une deuxième intifada après la première vague de l'intifada qui date de 1988. Mais vous voyez, la première intifada, on l'appelait la révolte des pierres parce que les Palestiniens n'avaient pas d'armes, ils utilisaient des pierres. La deuxième intifada, c'est une intifada où ils ont des armes et où donc c'est beaucoup plus violent et on n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui de cette ambiguïté. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, je voudrais proposer en fait une petite clé d'analyse sur les pistes susceptibles d'expliquer les impasses en profondeur et non pas simplement sur le plan tactique, d'expliquer les impasses et peut-être quels obstacles il faudrait lever, il faudrait surmonter pour arriver un jour à un règlement raisonnable. J'ai parlé au début de mon intervention de la succession de l'Empire ottoman qui n'était pas réglée. Et ce que je veux dire par là, c'est deux choses. D'une part, du côté des États arabes, tous les États arabes qui ont été créés après l'effondrement de l'Empire ottoman et après le départ des Britanniques et des Français, tous ces États arabes sont des États qui fonctionnent très mal, sont des États instables et artificiels. C'est-à-dire qu'on a voulu faire tenir ensemble des populations qui étaient hétérogènes sur le plan culturel et religieux, et le seul moyen qu'on a trouvé pour les maintenir ensemble et pour maintenir la stabilité, un minimum de stabilité des États, c'est la force brutale. Ce sont tous des États dictatoriaux qui reposent sur l'usage de la force armée contre la population civile. Et on a bien vu malheureusement qu'en 2011, quand les printemps arabes ont voulu remettre en cause ces régimes dictatoriaux dans les pays arabes, eh bien, on a abouti à une implosion de l'Irak, de la Syrie, qui ne fonctionne plus du tout en tant qu'État, à une terrible guerre civile. La même chose s'est produite en Libye jusqu'à aujourd'hui. L'Iran n'existe pratiquement plus en tant qu'État. Le Liban, excusez-moi, n'existe pratiquement plus en tant qu'État. Tous ces États ne fonctionnent pas, sont des États artificiels. Et malheureusement, je pense que le conflit avec l'État d'Israël est un dérivatif dont ces régimes artificiels ont besoin pour maintenir leur contrôle des populations. Finalement, le seul sujet sur lequel on a le droit de manifester dans les rues, dans les pays arabes, c'est manifester contre Israël en solidarité avec les Palestiniens. Alors ça, c'est très bien vu, parce qu'on n'a jamais le droit de manifester pour autre chose que manifester contre Israël et pour les Palestiniens. Donc, en fait, ces régimes ont besoin que le conflit se prolonge, ils ont besoin que ce conflit ne trouve pas de solution. Et malheureusement, c'est même ce qui s'est passé avec l'autorité palestinienne autonome, qui était déjà un embryon d'État consécutif aux accords d'Oslo. Il y a déjà un conseil législatif, donc un embryon de parlement, un embryon de gouvernement, mais lui-même a reconstitué un État arabe, un embryon d'État palestinien qui est aussi artificiel que les autres, avec la même corruption malheureusement et les mêmes méthodes coercitives contre la population civile. Et là, il y a tout un problème humain très intéressant, qui est l'analyse des retards dans le développement économique du monde arabe. Pourquoi est-ce qu'on ne nourrit pas correctement les nouvelles générations dans ces pays-là? Pourquoi est-ce que ceux qui obtiennent des diplômes ne trouvent pas à s'embaucher dans des économies qui se développeraient correctement? Vous avez des analyses très intéressantes qui ont été faites par des économistes arabes dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement. On appelle ça le PNUD en français. Et le PNUD a commandé à des économistes arabes des enquêtes, des rapports sur les causes du retard dans le développement économique en pays arabes, ce qu'on appelle le développement humain, c'est-à-dire pas simplement le développement économique, mais aussi tout ce qui concerne la scolarisation, le statut des femmes par rapport aux hommes, le niveau de liberté politique. Et le résultat de ces enquêtes, c'est qu'il y a quelque chose de bloqué dans les sociétés arabes. Ça remonte très loin, en fait. Tous les observateurs ont remarqué que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les sociétés arabes étaient plutôt des sociétés en avance sur les sociétés européennes chrétiennes. Les sociétés arabes musulmanes avaient une haute civilisation dynamique, créative, et puis il y a eu une sorte de blocage qui s'est installé à ce moment-là et qui a perduré jusqu'au XXe siècle et sans doute malheureusement jusqu'au XXIe siècle. Des problèmes structurels qui concernent l'éducation, l'encouragement à l'éducation de toute la population
pour avoir une économie moderne et aussi pour avoir un régime politique démocratique, parce que l'éducation va de pair avec la citoyenneté et la possibilité d'être dans une démocratie, avec donc un rôle des femmes important pour l'éducation et pour l'économie et la démocratie. Donc tout ça étant bloqué, le conflit avec Israël est un dérivatif qui malheureusement fait obstacle à une solution raisonnable. Et je vais conclure en disant que du côté israélien aussi, on a des obstacles qui sont différents. Le problème en Israël n'est pas l'absence de démocratie, c'est plutôt la présence d'une démocratie qui est désordonnée. On a en Israël une démocratie chaotique, une démocratie qui est mal régulée, et ça c'est dû au fait que le peuple juif est un peuple très divers, très hétéroclite. On a des juifs venus de partout qui sont en train de construire une nation israélienne qui est pleine de dynamisme et de créativité. D'ailleurs, ce sera le sujet de ma troisième intervention. Mais il y a quelque chose de désordonné dans le fonctionnement politique de l'État d'Israël, notamment où il y a un mode de scrutin dont vous avez entendu parler, qui fait que le Parlement n'a pas de majorité stable, que les gouvernements sont instables. Et de ce fait-là, c'est aussi, je dois le reconnaître, un obstacle à un règlement à long terme avec la partie arabe du conflit. Si des possibilités concrètes existent de conclure quelque chose avec la partie arabe, il est probable, si on est optimiste, que du côté israélien, il y aura bien une majorité qui se dégagera au Parlement et au gouvernement pour l'accepter, mais c'est une vraie difficulté d'entrer dans une transaction importante et fondamentale avec une démocratie qui est mal régulée comme la démocratie israélienne. D'ailleurs, au moment où je parle, on a déjà 4 scrutins législatifs en 2 ans qui n'ont pas encore abouti à mettre en place un gouvernement stable. Donc c'est un véritable problème qui n'est pas de même nature que les impasses des sociétés arabes, mais qui, à son propre niveau, vient compliquer les choses en vue d'un règlement dans le long terme. Et j'essaierai donc, dans ma troisième intervention, de parler donc de cette réalité israélienne d'aujourd'hui, dans toutes ses contradictions, à la fois de ce qui est réussi et même souvent admirable dans la société israélienne, et de ce qui est pour le moment bloqué ou éventuellement échoué dans cette société.